Et du coup, j'avais une question avant. Question un petit peu réfléchie à la question que j'allais te poser. Je sens que tu as bien préparé ton émission, là. Ouais, pour un joueur amateur, Ah, je me vexe à quel moment de la question? Maintenant? alors, joueur amateur, je dirais, allez, je vais considérer moins de 2200. Toi, tu dois être 2212, quelque chose Ouais, comme je dois avoir ça. 12 points de Bah, marge, un truc comme c'est ça, bon. ouais. Bah, du coup, tu Ah, c'est vois, bon, ouf, t'es pas, ouf. t'es pas vexé. C'est vraiment, je questionne l'entraîneur que tu es, hein, Vas-y. mais les membres du chat, vous avez le droit, évidemment, de réagir à ce sujet-là. Euh, Est-ce que tu penses qu'il est préférable pour les joueurs amateurs d'avoir les blancs ou les noirs aux échecs? Et je vais quand même préciser ma question. Je considère qu'avec les blancs, bah, c'est les noirs qui peuvent un petit peu choisir le début. Imaginons que tu joues E4 ou D4 et je peux quand même choisir plus ou moins l'ouverture. On dit que les blancs, c'est un avantage à très haut niveau. Ça, c'est sans conteste. Il suffit de regarder les statistiques. Mais toi, pour les joueurs amateurs, tu penses que c'est mieux d'avoir les blancs ou les noirs? On imagine en étant préparé hein, par un pro dans les deux cas. Est-ce que tu penses que vraiment avoir les blancs, c'est mieux aux échecs? Je parle pour les joueurs En amateurs. étant préparé, tu veux dire? Donc, parce que la question, ma réponse peut être différente. Enfin, mon choix sera le même dans les deux cas, mais pas pour la même raison, du D'accord, coup. bah, c'est Donc, intéressant. Je te laisse donner tous les cas que tu veux, Simon, parce que voilà, c'est assez normal en fait. Que alors tu... moi, je pense que je préfère que mes élèves aient les blancs. Du coup, alors sans prépa ou avec juste le répertoire habituel, parce que en fait, je considère qu'ils ont une fois le droit à l'erreur. C'est-à-dire que pour moi, dans certaines positions avec les noirs, quand tu fais une bêtise, tu passes d'une position qui était difficile à une position qui est très difficile, voire compromise. Alors que quand tu as les blancs, disons que dans une position où tu as un petit avantage, si tu fais une bêtise, bon bah tu te retrouves avec une position qui est jouable, qui peut être un peu moins bien pour toi, mais tout à fait ok. Alors qu'avec les noirs, ça peut très vite déraper. Et si on parle avec prépa, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus d'espace pour préparer côté blanc que côté noir. Côté noir, on a quand même moins d'options sur les prépas euh, qu'on peut obtenir, même si des fois, évidemment, euh, c'est un avantage de décider où est-ce qu'on va emmener la partie. Ouais, parce que moi, je me suis posé la question pour les joueurs amateurs, et en fait, je sais pas trop. Alors, évidemment, si on peut cibler une préparation, hein, qu'on a toutes les infos sur l'adversaire, là, c'est différent. Les blancs, c'est toujours mieux parce que tu as l'avantage, comme tu l'as expliqué. En imaginant juste connaissance du répertoire, je me dis que c'est tellement dur pour un joueur amateur de connaître toutes ces lignes avec les blancs que le joueur avec les noirs qui va jouer son ouverture à lui, parce que bien sûr, par exemple, si j'ai les blancs, on peut imaginer, je joue D4, C4, un gambit-dame, ben là, il y a toutes les ouvertures à connaître, peut-être 20 ouvertures à connaître si on veut bien se débrouiller Mhm. avec les blancs, même si des fois, on peut avoir des systèmes assez simples. Et pareil, sur E4, quand je joue E4, je suis content avec les blancs, mais le problème, c'est que ben, on peut me jouer une Sicilienne, on peut me jouer E4, E5, une Scandinave, une Pirque, et du coup, en fait, je ne suis pas bien sûr, à part d'avoir une prépa ciblée, hein, je ne suis pas sûr que les blancs soient un avantage, parce que ce serait la réponse finalement logique, comme tu l'as dit. Les blancs ont l'avantage dès le début, donc du coup, ben, normalement, on préfère avoir le camp qui a l'avantage. Mais les noirs, le fait qu'ils puissent stéréotyper une certaine défense, être dans leur jardin, je pense que psychologiquement, c'est un avantage pour les noirs du coup. Et au niveau des schémas un petit peu classiques, je me dis que c'est sûrement aussi un petit avantage. Donc en fait, je suis assez nuancé et j'arrive pas nécessairement à répondre à la question. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais la poser parce que ça démarre bien en début de stream quand on pose une question où c'est pas facile d'avoir la réponse, je trouve, Simon. Non, bien sûr, mais le niveau rentre aussi en ligne de compte parce que ce que tu dis, je suis complètement d'accord, mais tu m'as dit sous les 2200. Donc, du coup, moi, automatiquement, j'ai pris un range de joueurs, on va dire, à 18-2002. Et ma réponse s'appliquait plutôt à ce type de joueur-là. Ce que tu t'écris, ça correspond plus à des joueurs qui sont, je vais pas dire au début de leur apprentissage, mais qui sont vraiment dans la catégorie des amateurs purs, on va dire, entre débutants et 1500, 1600. Des joueurs qui sont pas forcément Ouais, alors euh, expérimenté. tu vois, oui et non, parce que je prends le joueur à 2100. Alors, si tu me cites Mhm. un petit jeune qui est vraiment en pleine bourre et qui va être 2200 l'an prochain, bon, c'est un cas particulier. Mais Bien sûr. beaucoup de joueurs à 2100, je parlais des adultes, bah, franchement,
C'est pas sûr Oui, on a des trous dans le Ouais, répertoire. c'est ça. C'est un petit Oui, peu bien ça. Il y a sûr. des trous dans la Non, raquette. mais à mon niveau aussi, hein, tu pouvais me citer dans le lot, hein. Moi, il y a des trous aussi dans Ah, mon mais toi, répertoire. t'es au-dessus de la range, Simon. T'es au-dessus de la range, Oui, hein. bien sûr, bien On sûr. avait défini la range à 2002, du coup, voilà. Et Et moi, j'ai plusieurs trous dans plusieurs répertoires de ouais, par c'est mon ça, métier. c'est ça. C'est déjà pas facile de définir un répertoire. On me pose souvent la question dans le chat par rapport au répertoire. Quelles ouvertures choisir. Et on peut faire un petit rebond là-dessus. Juste après, on va lancer la tactique parce qu'il faut qu'on fasse notre record avec Simon. Après, faut qu'on Ah ouais, envoie, hein. record, Faut carrément. qu'on envoie. Ok. Du coup, Simon, qu'est-ce que tu peux me dire comme choix d'ouverture? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, avec les noirs? Là encore, tu peux nous citer quelques exemples parce que je te donne pas de cas générique, cas forcé, mais tu peux me dire, bah voilà, pour cette tranchée-là, voilà ce que j'aime bien comme ouverture parce que quoi. Ouais, c'est très difficile comme question parce que c'est vraiment, en fait, il y a des choses que j'aime bien enseigner en tant qu'entraîneur. Donc, tu peux trouver, dans mes élèves, il y a quand même des redondances quand il y a des profils similaires. Mais bah, je peux donner par exemple quelques siciliennes du coup et de la française. C'est des choses qu'on retrouve chez mes élèves qui ont le même profil. Mais après, en tant qu'entraîneur, j'essaye de pas m'enfermer dans ce que moi j'ai envie d'enseigner et de rester plutôt dans ce dont l'élève a besoin. Je prendrais plutôt la question à l'envers. Je peux te dire ce Dis-moi. que je ne Ouais, c'est recommande pas pas mal, comme ouverture. c'est pas mal. Donc là, tu évoquais E4, donc Alors sur sicilienne. E4, je recommande. Ouais, je peux te dire ce que je ne Ok. recommande pas. Je ne montre jamais de scandinave. Ah, Du coup, ouais, par ouais. exemple, la scandinave, c'est vraiment quelque chose que je montre pas. Je ne montre pas d'Alekin non plus. Et pourquoi? Je ne montre. Ouais, alors pourquoi? Bah, la scandinave, parce que j'ai une évaluation de l'ouverture qui est peut-être personnelle, mais j'ai l'impression que c'est pas. Ça me plaît pas comme ouverture. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes dans la Scandinave et qu'il faut travailler énormément pour obtenir des positions qui sont au final pas si ouf que ça avec les Ouais. Noirs. Après, Je veux pas dire que c'est réfuté, non, mais il y mais a différents types de à mon Scandinaves. niveau, Non, mais t'as raison. En pratique, je pense que c'est dur. Je partage ton avis, hein, tu le sais. Ce qui m'a pas empêché, tu sais, de travailler avec je peux quelques te élèves. donner des systèmes avec KF6. Ouais, la Scandinave de temps en temps, avec plutôt cavalier F6 pour pas sortir la dame directement. Mais en fait, j'ai l'impression, Simon, et souvent ce que je dis pour me marrer, pour choquer un peu les gens, en fait, aux échecs sur E4, il faut jouer soit le pion E, soit le pion C, quoi. Sinon, je crois qu'il n'existe pas grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, les ouvertures qui sont jouables, je vous le dis, hein, si vous voulez jouer des ouvertures qui sont viables sur le long terme, soit c'est le pion E, soit c'est le pion C, quoi. Je suis assez d'accord, Quatre avec coups, un cas quatre coups, particulier quand même, quatre c'est coups. qu'il y a des fois où on est amené à devoir jouer pour gagner avec les Noirs, à haut niveau par exemple, parce qu'on veut gagner un tournoi, parce qu'on veut réaliser une norme, parce que pour plein de choses. Et quand on est amené à devoir jouer le gain avec les Noirs, on voit l'émergence de Pirc, de Moderne, des trucs comme Ouais. ça qui peuvent apparaître, on va dire ça comme Ouais, ça. moi je t'avouerai que je les ai bossés, les systèmes modernes, en 2009 parce que j'avais suivi une élève au Championnat de France des jeunes et je m'y étais essayé de mon côté, Simon, avec des résultats assez catastrophiques. Alors peut-être que je connaissais mal les systèmes parce que tu as beau les enseigner pour des joueurs très amateurs et toi après le jouer contre des maîtres et grands maîtres comme je l'avais fait en compétition, c'est un peu chaud. Franchement, je pense qu'on peut trouver à manger, même pour jouer pour gagner, avec pion E et pion C. D'ailleurs, je tenterai plutôt le pion C si je veux gagner avec les noirs. Oui, on est d'accord, mais tu peux avoir des profils, je sais pas, je veux outer personne, mais du coup, je pense à Maxime Lagarde, par exemple, que moi j'ai vu jouer régulièrement dans différents tournois. Du coup, euh, j'ai vu des ouvertures parfois un peu plus exotiques, du coup, de sa part, quand il avait besoin de gagner contre des joueurs de mon niveau, par exemple. Oui, ouais, non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, bah, on a vu le grand maître Jean-Marc Degrave jouer la Lequine pendant très longtemps et jouer Ouais. justement des ouvertures bizarres. C'est souvent des profils créatifs et offensifs. Donc, ils peuvent plus facilement se permettre que n'importe quel kidam. Donc, oui, oui, c'est certain. Et du coup, juste, donc, tu m'as dit Sienne, ok, française. Et sur D4, À D4, c'est toujours le pour les moment joueurs amateurs, compliqué ça pose parce beaucoup de que, problèmes, Simon, hein. Franchement, j'ai oui. souvent les gens qui se plaignent de D4. Bien sûr, parce que j'ai l'impression qu'il faut travailler un petit peu plus, du coup, pour avoir une ouverture saine sur D4. Sur les joueurs vraiment amateurs, généralement, c'est D5 et des systèmes de gambit dame refusés avec B6 ou B7, du coup, que je propose. Euh,
Après, peut y avoir aussi du gambidam accepté. Du coup, c'est un choix assez classique aussi. Du gambidam refusé, du coup, Donc classique. Simon Slave part également. du principe que voilà, il y aura D4 et C4. Hein. Vous savez qu'il y a des systèmes qui existent aussi qui ne sont pas D4, C4. Mais je suis complètement d'accord. On avait beaucoup parlé du gambidam accepté, hein, Simon. Gambidam Ouais. refusé, je trouve que c'est à la fois simple, mais à la fois un peu chiant parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pour les joueurs amateurs, vous n'avez pas joué pour l'égalité. Donc franchement, gambidam refusé, c'est juste jouer E6, on bloque le fou C8. Et même si Simon a parlé d'un système avec B6 ou B7 qui s'appelle le gambidam tartakover, qui est un peu pro forma stéréotypé, mais c'est quand même des ouvertures pas très funky, je trouve, Simon, sur le long terme. Ah non, non, on est complètement d'accord. Et après, quand on arrive à un niveau un peu plus élevé, je dirais 15-1600, où il y a quelques bases stratégiques qui sont là, ça m'arrive souvent de donner la Nimzo, du Ouais, coup. alors là, Nimzo, c'est cavalier F6, 6. On va citer toutes les ouvertures que vous Ouais. donnez dans le chat, on va en parler. La Nimzo, j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est assez dur quand même. Tu vois, moi, je l'ai étudié avec certains élèves. C'est l'ouverture que je jouais, hein, Simon, et plutôt plus de 1800. Tu vois, vous voyez, hein, c'est là où il y aura des différences entre Simon et moi. On a globalement un vécu assez similaire en termes d'années d'expérience dans l'entraînement. Et on va être assez d'accord globalement, mais on aura nos petits fétiches. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Même si tous les deux, on a acté le gambidam accepté comme une des ouvertures pour nos élèves. On avait pas mal échangé là-dessus, et c'est le grand maître Namik Gouliev en fait qui jouait beaucoup ça en open. Et Oui, Namik Gouliev, c'est un grand maître entre 25-50 et 2600, qui a un répertoire très pratique, qui est très malin, qui met la pression. Il y arrivait bien avec le gambidam accepté, qui est un peu la Grunfeld ou l'Est indienne du pauvre. Alors attention dans ce que oui, je vais dire, si vous voulez. Euh, En fait, je trouve qu'il y a trop de travail, Simon, dans l'Est indienne. Ça a été cité ah, par ouais, Skyful. complètement. Et j'en profite pour dire bonne année à tous ceux qui arrivent là en cours. Salut à toi, Shrom aussi, qui commence à suivre la team Pro Evolution Échec. Et ben, franchement, l'Est indienne et la Grunfeld sont super, des ouvertures que je trouve géniales pour les Noirs parce que ça bastonne bien, mais en même temps, je les trouve quasiment inabordables pour les joueurs amateurs conventionnels. Sauf, alors, c'est quoi joueur amateur conventionnel? Ben, c'est pas l'exemple du petit jeune qui veut devenir champion de France, quoi. Là, pourquoi pas? Il y a une structuration de répertoire, des heures de cours et tout ça qui vont avec. Ok, on peut tout jouer aux échecs. L'Est indienne, je l'ai déjà étudié avec des élèves. Là encore, la Grunfeld aussi. Mais la Grunfeld, c'est des élèves qui sont plus de 2200. Sinon, je refuse. Ou j'invite vraiment l'élève à évoluer sur cette réflexion. Sauf dans le cas d'un élève, Simon, que je prendrais en cours de route. Et dans ce cas-là, j'aime bien m'appuyer aussi sur de l'existant. Et il peut m'arriver, dans ce cas-là, de trahir un petit peu ce discours-là et d'être sur autre chose. Mais le côté Grunfeld et Est indienne, je trouve que c'est trop dur. Alors, il y en a qui ont mis le Gambit de Budapest. Non, je ne peux pas conseiller le Gambit de Budapest. Pourtant, j'aime bien les ouvertures un peu exotiques sur D4. Mais le problème, c'est de D4, cavalier F6, donc C4, E5. Hein, vous voyez, c'est le Gambit de Budapest. Le problème, j'ai pas envie de jouer parce que sinon, je vais jouer les coups et on va pas s'en sortir. Donc D4, cavalier F6, cavalier F3. Et là, le Gambit de Budapest, c'est le bras d'honneur hein, par rapport à cette ouverture-là. Donc, on ne peut pas le jouer. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi, Dodovin, qui est peut-être très content avec ton Gambit de Budapest. Mais le problème, c'est vraiment cela. Merci à toi, Néandertal, pour le deuxième mois d'abonnement. C'est super sympa de nous suivre. Et Néandertal, bah, tu l'as déjà vu, je pense, Simon, et il est plein d'humour. Donc merci à toi. Et on fait un petit coucou à Pikachu aussi. Comme vous le savez, les invités vont se cumuler aujourd'hui. Donc je suis avec Simon pendant la première partie du stream de 3 heures. Et ensuite, c'est Pikachu qui a déjà animé un apéro du vendredi soir, qui sera avec moi pour un autre sujet. Puisqu'avec Simon, on l'a dit, on va faire de la tactique. Mais on finit un petit peu la discussion ouverture. Ça m'intéresse un petit peu d'avoir le sentiment de Simon. Donc j'ai vu la Slave aussi dans le chat. Simon, qu'est-ce que tu en penses? Alors ouais, je fais un Excuse-moi, je aparté t'en prie. juste pour dire que la Grunfeld, tu vois, moi je la conseille. C'est une exception pour moi. J'ai une élève du coup qui joue la Grunfeld sur du coup ma recommandation, mais c'est un profil spécifique, c'est un profil qui est investi, qui est jeune, qui est en dessous de 1400. Mhm. Donc tu vois, on est clairement sur un profil qui normalement ne correspond pas à la Grunfeld, mais c'est une élève qui est à l'aise dans les complications tactiques, et c'est une élève qui a fait part de quelques ambitions Mhm. sur le plan national. Ouais. Et donc, du coup, à partir du moment où elle a des ambitions, bah, du coup, on a mis le programme en conséquence. Donc, on est passé sur de la grande Fed.
Je ne donne pas son nom parce que ça n'a pas été, ça n'est pas arrivé au dernier championnat de France, donc du coup, ça reste une surprise qu'on va garder encore. Mais du coup, c'est quelque chose qui est rendu possible par le fait qu'elle joue beaucoup de tournois adultes, qu'elle joue plus et que je la suis régulièrement sur l'année, ce qui fait qu'on peut compenser la difficulté de l'ouverture par l'expérience en fait. Bien sûr, et C'est-à-dire puis que comme tu le dis, on peut expliquer n'importe quelle ouverture au départ avec le côté plan. Ce qui me gêne un petit peu, ça va être la transition, hein, pour te dire les choses, quand elle va être 15, 1600 jusqu'à 2000, en ouais, espérant elle va qu'elle se aille prendre même au toutes les plus haut, hein. variantes un peu. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce qui arrive à MVL, alors dans un autre contexte, parce que là, on va pas Oui, comparer bien une sûr. joueuse à 1400 et Maxime Vachier-Lagrave, qu'on félicite d'ailleurs pour son titre de champion du monde de Blitz. Mais la problématique, c'est que effectivement, Maxime Vachier-Lagrave, quand il joue sa Grunfeld, il était interrogé sur le chapitre 13 de la Défense Grunfeld, alinéa 1.2.3.4. Ok. Et alors, l'élève de Simon ne sera pas ça, mais elle risque aussi de se faire interroger pas mal sur des choses spécifiques pour les joueurs qui sont préparés. Parce que tant que votre adversaire n'est pas au courant de votre ouverture, vous pouvez jouer plus raisonnablement n'importe quelle ouverture. Après, ça devient plus compliqué. L'idéal, ce que je dirais, et là c'est encore plus compliqué, c'est d'avoir un double répertoire. Il y en a, on voit au niveau, Ouais, bien ils ont un sûr. triple répertoire. Dans ce cas-là, c'est super. Mais pour les jeunes, c'est assez difficile et fastidieux de travailler les ouvertures. On ne peut pas faire que ça. Donc, il faut essayer de trouver des petites parades. Des fois, un gros système, un petit système simplifié, etc. etc. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, vous voyez, il y a toujours des exceptions. Mais encore, il n'y a pas X ouverture non plus. On a cité la Nimzo indienne qui est sympa. Moi, ce que j'aime bien montrer, c'est le Gambit Dame accepté. Vous le savez, j'ai déjà fait des packs vidéo pour apprendre les échecs sur le sujet. Et sinon, j'aime bien aussi, Simon, dernièrement, une ouverture qui me semble être peut-être encore mieux que le Gambit Dame accepté, mais moins accessible. Moi, ce que j'aime dans le Gambit Dame accepté, c'est que je trouve ça très accessible. Si vous voulez, si une Ouais. ouverture, il y a 20 chapitres sur des 4, on va par exemple dire l'Est indienne, c'est 20 chapitres, la Grunfeld, c'est peut-être 25 chapitres d'ailleurs, mais peu importe. Euh, le Gambit Dame accepté, on peut s'en sortir avec 3-4 chapitres. Vous voyez après le rapport, si vous voulez, parce qu'après, ça dépend du niveau que vous avez. On va étudier l'ouverture un peu différemment selon si vous êtes un joueur aguerri ou non, parce qu'on va aller rentrer plus en profondeur avec Simon ou rester un peu superficiel, avec seulement les grandes idées d'ouverture. Donc, moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est la semi-slave. Simon, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une semi-slave, c'est le fait de jouer C6 dans un premier temps, ça s'appelle la slave. Et dès que le pion va arriver en E6, on passera donc avec une slave et un gambit dame refusé en même temps, ce triangle noir là, et ça s'appelle la semi-slave. Une à moitié slave si vous voulez, avec beaucoup d'idées, Simon, de D prend C4, comme dans le gambit dame accepté. Donc pour moi, un des répertoires, si tu veux, idéal pour avoir de la cohérence, c'est dans un premier temps gambit dame accepté. Quand les gens sont très au courant que je joue le gambit dame accepté, etc., je peux mettre à côté une autre ouverture. Et pourquoi pas cette semi-slave, pourquoi pas une Nimzo, pourquoi pas autre chose. Non, tout à fait. Voilà l'idée. On peut, je fais un point culture et un point pub non prévu du coup. Mais la semi-slave, ça a été le sujet du match de championnat du monde entre Anand et Kramnik, hein, du coup. Et je mets mon point pub, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle The Anand's Files, les fichiers d'Anand, du coup, que je recommande à tous ceux du chat qui s'intéressent au championnat du monde et qui peuvent lire de C'est l'anglais. ça la C'est un bouquin de problématique pour nous. 2019, du Tu coup. sais qu'on stream exclusivement en Ah ouais, français bah, sur Pro Evolution Échec, mais dès que tu auras fait de gros progrès en anglais, tu pourras peut-être streamer sur la chaîne Pro Evolution Échec en anglais. En tout cas, ça peut être un petit défi, Simon, si tu en as ouais, bah, l'envie. je m'en de l'aide à Laurence sinon, mais du coup, Oui, bah, que j'ai mais appelé hier pendant un jeu au Nouvel An, parce qu'il y avait une question en anglais, j'étais incapable de répondre. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? J'ai appelé ma maman. Et malheureusement bien pour joué, elle, elle n'a pas réussi à trouver la réponse. Et bah, du coup, elle était un peu t'as déçue de ne perdu. pas pouvoir C'est aider sa son faute, fiston, quoi. évidemment. Oui, La oui, question bien était sûr. extrêmement dure, hein, extrêmement dure, je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser. On a hâte que tu nous la retrouves pour la poser à moi et au chat. Mais non, mais c'est un Ben, excellent je l'ai bouquin, du coup, je retrouvé, le recommande à tout le monde. Simon. Alors, c'est la traduction. Ah ouais, mais je vais la poser dans le sens inverse, tant pis. Parce que je vais la poser en français alors qu'elle était posée par rapport à l'anglais. Enfin, la traduction n'était pas la même. Ouais, mais tu triches. Comment on dit la traduction les ripoux en anglais? Salut à Ah, toi, bonne question, ça. Gaucha. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à faire comme Gaucha. Là, on lance l'année et il y aura des streams très réguliers à partir de la rentrée. Là, hein. Je vous rappelle, je stream 5 fois par semaine sur la chaîne à des horaires très différents. Les mardis et jeudis midi, le mercredi matin,
le vendredi soir et le dimanche soir. Il suffit d'aller sur le calendrier de la chaîne et vous êtes peinard. Vous avez toutes les infos comme ça. Vous pouvez nous rejoindre très très régulièrement. Oh là là, pas mal. Pour répondre à Néandertal, Néandertal, du coup, t'as vu, il est en forme. Hein. ouais, Toi, du coup, Néandertal, t'es resté vraiment mesuré hier pour sortir des bonnes blagues aussi intellectuelles, hein, aussi bien pensées, aussi fines. Nous, on fait dans la lourdeur plutôt normalement. Euh, Ah, et pour le coup, c'est vraiment un excellent bouquin qui rentre, qui explique vraiment, en fait, c'est les 3 championnats du monde d'Anand, enfin pas le dernier contre Carlsen, et expliqué à travers l'équipe d'Anand avec vraiment quelque chose de très intéressant. Ils expliquent les préparations dans les ouvertures et chaque partie est commentée du point de vue des secondants, ça, en c'est fait. bien, ouais. Avec l'idée de comment ils réagissent à l'ouverture, est-ce qu'ils sont surpris, pas surpris. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai vu beaucoup de critiques, par exemple, de Nepomniachtchi lors du match contre Carlsen, et je trouve ça assez intéressant d'avoir lu le bouquin, donc je suis encore en train de le lire, j'ai pas complètement fini, du coup. Et qui montre que par exemple Anand contre Gelfand ou d'autres matchs, parce que je suis plus tout à fait sûr de contre qui c'était, a oublié 2 fois sa prépa et a joué tempo des trucs qui n'étaient pas dans la prépa. Enfin, c'est-à-dire que du coup, les gens ne savent pas si les joueurs sont dans la prépa ou Et pas. tu disais beaucoup de critiques par rapport à quoi? Parce que tu avais beaucoup de critiques de ou contre envers. Non, envers Nepomniachtchi, il y en a plein. Je voyais des joueurs, je donne pas leur nom, mais j'avais des joueurs qui avaient un Elo, on va dire sous les 2000, qui étaient là, genre c'est le championnat du monde le plus faible de l'histoire, c'est n'importe quoi. Moi, du j'ai coup, dit que je pense ça me paraissait un peu que assertif, jusque la quoi, partie en 136 coups, en termes de qualité de jeu, c'était peut-être un des meilleurs championnats de l'histoire. Parce qu'ils étaient vraiment ultra forts jusqu'à cette partie en 136 coups qui a, pour moi, tout changé au match. Et là, Nepomniachtchi est devenu très faible par rapport à son niveau réel. sûr. Voilà comment j'analyse le match. C'est vite fait de le dire. Et d'ailleurs, Nepo, comme tu le sais, t'es peut-être passé quand je commentais avec Stéphane Bressac d'Istouf sur Chess.com.fr, le championnat du monde de rapide, Simon. Mais j'avais parié sur Nepo, gagnant le championnat du monde de rapide. On s'était fait un petit pari. Lui avait parié sur Douda. Et finalement, c'est Abdusattorov, le poulain de Pikachu, à la surprise générale, qui a gagné le championnat avec quand même un peu de réussite. Il en faut, hein, vous me direz, mais il a eu particulièrement de la réussite du fait de son statut aussi, je pense, et il a été ultra combatif. Donc, ce n'était pas négatif ce que je disais envers Abdusattorov, parce que quand tu dis ça, tu as toujours quelqu'un, les bien-pensants, qui te disent ouais, il est juste super fort, c'est tout, il n'y a pas à commenter. Non, mais il a été chercher la réussite, évidemment, mais sans conteste, on peut dire qu'il en a eu beaucoup de réussite, clairement. Voilà. T'as Pikachu qui essaye de te proposer The Crooked Cops. Du coup, je connais le terme crook, mais je sais pas si ça s'applique là, du coup. Eh ben, en tout cas, non, c'est pas. Je crois pas que c'était ça la réponse, Pikachu. Mais elle était posée dans l'autre sens. Il te donnait le truc en anglais, il fallait traduire les ripoux si tu veux. Voilà. Et du coup, c'était extrêmement dur comme question. On nous a posé la question du coup alors ce qu'ils appellent la Benoni C5, c'est peut-être la vieille Benoni sur D4 C5 directement. Ouais, je suis désolé hein, pour ceux qui jouent ça, mais c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est réfuté, hein, ça je crois carrément. Hein, en fait, bon, il y a plein après de sortes de Benoni. Simon, même j'ai un maître une fois, il m'a joué D4 C5, D5 F5. D5 F5. Ouais, moi j'ai joué ça. Je me suis pas retrouvé si bien parce que je savais pas trop comment jouer. J'ai joué un peu traditionnellement. C'est pas KH3 du coup, faut jouer. Faut pas jouer avec KH3. En fait, le mieux c'est de vite jouer pour E4. Ah ok. Moi j'avais souvenir d'une ligne avec KH3. Donc maintenant je le joue. Je le joue direct en fait, E4. C'est marrant comme coup, hein. F prend E, cavalier C3. Et le mieux, c'est de passer par là et de revenir choper le pion. Mais bon, bref, on va pas discuter ça grande paraît théorie. Une certaine logique parce que c'est une hollandaise que tu inverses dans laquelle tu as joué C5, D5. Mais regardez pourquoi on fait pas ça. Oui, c'est vrai. Mais les schémas changent un petit peu. Donc, quand tu n'es pas préparé, ça peut surprendre. Mais D4, C5, il y a D5 et les blancs gardent le centre, l'espace au centre. Donc, ce n'est pas une ouverture que je recommande. Même s'il y a certains joueurs de haut niveau, plus forts que moi, qui ont déjà fait ce genre d'ouverture. Donc, pourquoi ne pas la jouer? Simplement, je pense qu'elle correspond mal aux joueurs amateurs qui vont se retrouver sous pression. On est toujours dans la range moins de 2200 et dans les moins de 2200, comme l'a dit Simon, on pourrait faire des groupes. 2000-2002, joueurs de première catégorie, 18-2000, joueurs amateurs éclairés, 16-1800, joueurs amateurs, allez, on va dire niveau départemental, et en dessous de 1600, c'est des joueurs de club, et 1400-1600, c'est des joueurs de club aguerris, et en dessous de 1400, pour moi, c'est le joueur de club
plutôt débutant, c'est 1000-1002, et 12-14, c'est joueur de club en devenir. Voilà le petit tour d'horizon pour définir les niveaux. Et maintenant, Simon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur les ouvertures? Ouais, juste sur le fait que tout ce qu'on dit là sur les ouvertures, ça s'applique à notre expérience d'entraîneur sur des joueurs de club. C'est-à-dire que du coup, sur Internet, vous pouvez tout à fait jouer ces ouvertures-là. Mais l'inconvénient majeur des petits systèmes qu'on n'aime pas trop, il est essentiellement quand les adversaires vont savoir ce que vous jouez. C'est essentiellement là le problème. Quand on parlait soit des grandes ouvertures comme Grunfeld, soit des choses là, Vieille Bédonie ou autres, ou Gambit, Budapest, tous ces trucs-là. Sur une partie ou sur plusieurs parties, tant que l'adversaire n'a pas repéré que vous jouez ça, c'est OK. Le problème, c'est quand vous n'avez que ça comme ouverture, quoi. Si vous avez que ce système-là comme ouverture et que du coup on sait que vous jouez que ça, euh, c'est plus compliqué. Alors, Escalfou qui dit je suis à 1300 avec des perfs à 1800. Je suis un débutant du coup. Bah oui, tu es débutant, mais si tu fais des perfs à 1800, bah très vite tu vas rentrer dans une autre case Skyfall. Donc pas d'inquiétude. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est pour vous expliquer voilà, ce qu'on pense de toute façon de la situation aux échecs. Là, on était sur le sujet des ouvertures. Et bah, notre vécu, comme l'a dit Simon. Et vous savez, nos premiers élèves avec Simon, ils ont servi un petit peu de cobaye. Ouais, les Ouais, pauvres. c'est ça. On a eu beaucoup d'expériences positives quand même, parce que quand vous préparez un jeune, que vous lui donnez toutes les clés de l'ouverture avant son match, normalement, ça l'aide, même si l'ouverture n'est pas taillée sur mesure. Mais avec le vécu, on a vu des élèves se retrouver dans différentes situations. On a évolué dans nos réflexions aussi. Moi, je sais que de toute façon, quand j'ai démarré à entraîner, j'étais déjà à 2350, donc j'ai pas fait beaucoup de progrès aux échecs mais depuis. Mais par contre, maintenant, je sais jouer toutes les ouvertures. Je connais, j'ai enseigné toutes les ouvertures. Et du coup, je fais des choix non pas par rapport à mes connaissances, parce que j'estime qu'elles sont maintenant larges, pas hyper profondes. Je ne peux pas jouer toutes les ouvertures moi-même, mais je peux les expliquer à des joueurs amateurs. Et du coup, ben, là, c'est hyper intéressant en tant qu'enseignant parce que vous adaptez vraiment bah, les connaissances au profil de votre élève en termes de niveau, en termes d'âge, d'objectifs, de style. Et franchement, on se régale dans ces choix-là à essayer d'adapter la bonne ouverture à son élève avec des différences quand même entre les enseignants, puisque avec Simon, on sera globalement d'accord sur 80-90% des sujets, mais on aura, comme je le disais tout à l'heure, nos petits fétiches. Voilà. Oui, puis on donnera une priorité à l'ancienneté, vu que tout le monde sait que j'enseigne depuis 2 ans de plus que toi. Du coup, Mais oui, oui, on peut fonctionner comme ça, mais après, vous savez, quand il y a des années, des décennies hein, quasiment autour du jeu d'échecs, bah, ça fait partie aussi de l'expérience, du vécu, et on arrive à proposer vraiment des choses intéressantes. Et j'ai vu une question peut-être, et on va finir là-dessus, de Silvershock qui m'intéresse énormément. oui, sur le Stonewall. Bah, sur les débuts stéréotypés. Alors, je vais appeler ça les débuts stéréotypés parce que je ne vais Ouais, je suis pas d'accord. m'intéresser particulièrement au Stonewall, mais à tous ces débuts comme le Stonewall, où vous mettez un schéma de pièces comme le début de Londres avec les Blancs, comme la Verosov début jeu au Bava avec les Blancs. Donc, ce sont tous les débuts stéréotypés, voilà, où je fais un petit triangle par exemple et j'ai sorti mon fou au préalable, où j'ai laissé mon fou en C1 et on fait derrière un schéma stéréotypé. Voilà, j'aurais pu faire même le Stonewall avec F4 d'abord. Tous ces début où je mets en place mon schéma. Je trouve que c'est intéressant pour débuter à niveau amateur, mais après, il faudra évoluer. Parce que ça vous permet d'être dans un jardin au départ, et donc ça, je trouve ça super. Le problème, c'est que ça risque de devenir trop stéréotypé au bout d'un moment, et ça a manqué de richesse. Donc, il faudra avoir ce système-là que vous pourrez garder peut-être toute votre vie. Alors, le Stono, il est un peu plus douteux que les autres, mais le début de Londres, on peut le garder toute sa vie. Et après, embrayer sur du D4, C4. En tout cas, c'est ma philosophie. J'estime qu'en termes de rapport qualité-temps, ça nous permet d'avoir un système très rapidement. Et ensuite, il faudra rentrer dans quelque chose de plus sérieux. J'ai des élèves souvent que je prends en main, on va dire poussin, début de pupille, un début stéréotypé que j'ai choisi avec eux. Et ensuite, ils passent soit sur D4, C4, soit sur E4, quelque chose de plus massif, plus fourni à partir de pupille deuxième année. Là, je parle de jeunes qui sont plutôt en élite française, hein, donc des jeunes qui sont top 40 au cheval de France jeune et voire beaucoup mieux, hein, ça peut être top 10, voire top 5. Hein. Voilà, Simon, ma façon de fonctionner. Toi, t'en penses quoi, Simon? Je suis assez d'accord. Je réfléchissais pendant que tu parlais de ça. Je sais pas si les gens connaissent Sardoche, qui est un streamer qui s'est lancé sur les échecs. Il a fait les PogChamp, les trucs comme ça, hein, du coup. Alors il fait d'autres choses évidemment, mais qui a fait une incursion dans Mhm. les échecs. Et ça dépend de l'objectif. Si l'objectif c'est de devenir meilleur, bon aux échecs, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut
Il faut travailler un peu tout, il faut aller chercher des choses plus complexes, etc. Pour les gens qui, du coup, ont envie de progresser rapidement dans l'objectif dans un objectif court, comme c'était le cas par exemple sur Sardoche qui s'est entraîné sur 3 mois ou 4 mois, ça peut faire l'affaire au début de travailler uniquement un pan des Complètement. échecs, une partie. Donc avec justement ce côté stéréotypé, un truc. Donc Sardoche, il a fait beaucoup de tactiques, il a appris des trucs stéréotypés, et puis bah du coup, il a réussi avec ça parce qu'il voulait une progression rapide, en fait. Du coup. Non, mais c'est sûr. Et en fait, si vous voulez, le fait d'utiliser un système stéréotypé, pour un joueur récréatif, particulièrement non joueur de club, bah, vous avez déjà votre jardin des deux côtés. Et du coup, vous pouvez vous concentrer sur autre chose, comme l'a dit Simon. Et ça suffit quand vous êtes joueur récréatif sur Internet. Vous trouvez votre petit système avec les blancs, petit système avec les noirs, qui peut être le même des fois hein, pour les jeux, les petits malins. Et ensuite, vous passez à autre chose. Là, dans le cas du streamer que Simon citait, Sardoche, commencez par la tactique. Évidemment, à niveau amateur, vous voyez que vos parties, je suis désolé pour vous, hein, mais c'est les montagnes russes. C'est un ping-pong de l'avantage. Alors que à haut niveau, les mecs restent stables. Dès qu'ils prennent l'avantage, après, c'est la torture. Je garde l'avantage et je torture mon adversaire. Dans les parties de joueurs amateurs, c'est le ping-pong parce qu'il y a des fautes tactiques. Et du coup, vous donnez certaines choses et il faut en donner moins. Tu veux dire que t'en fais aussi des fautes tactiques, Simon? Mais non, tu vas nous Bah, je régaler. pense Je que vous plus, rappelle non, qu'on va mais faire de plus la on monte. tactique là avec Simon. Ça fait vraiment plaisir. Il m'a dit qu'il était en pleine forme en plus pour faire de la tactique, qu'il était chaud bouillant. Je me demande même s'il s'est pas euh, entraîné avant. C'est ce que tu me disais, non, Simon? alors Ah non, je t'avais. absolument, je me suis entraîné en prenant une Ah ouais, douche bah avant. ouais. C'est J'avais oublié de te prévenir qu'on allait faire de la tactique parce que je sais que Simon, il adore ça. La tactique, c'est vraiment, c'est le petit croquant qu'on rajoute dans un plat pour, ouais, voilà, vraiment lui donner encore plus de corps, de matière. Bah, c'est pareil pour Simon. Il adore ça la tactique. Bref, ouais, pour revenir sur ces schémas stéréotypés, bah, ça vous laisse le temps, les joueurs récréatifs du net, d'aller sur autre chose. Et je pense que c'est la bonne idée. Et après, vous envoyez sur de la tactique. Et après, vous allez découvrir ce qu'est le vrai jeu. Parce qu'après, il faudra autre chose que de la tactique, le jeu de construction. Mais là, c'est réservé aux joueurs créatifs du web bah, qui veulent aller plus loin, aux joueurs récréatifs qui veulent pousser la porte d'un club. Et là, on découvre ce qu'est le jeu de construction. C'est la finesse du jeu. C'est pour moi peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Et en fait, Simon, hein, vous avez bien compris, j'étais en train de l'ennuyer avec le côté tactique. Mais lui, il préfère le jeu de construction, les jolies finales de torture, la stratégie, découvrir quel est l'objectif d'une position et calculer les variantes, comprendre les structures de pions. C'est Néandertal, je crois, qui mettait que c'était important de jouer plusieurs ouvertures pour le côté d'apprentissage de diverses structures de pions, de ne pas être en zone de confort. C'est vrai que ça va le devenir, mais au départ, pour des joueurs amateurs, non joueurs de club ou début de joueurs de club, c'est super bien d'avoir des débuts stéréotypés pour moi. Mais là, on est dans la tranche 0 400. Et après, il faudra faire évoluer les mentalités. Alors, on pourrait dire 0 500, ça ne me gêne pas, mais vous voyez à peu près la sphère de joueurs, de niveau, et après, vous passez à autre chose.